Bonjour, je suis content de démarrer cette première session en Luxembourg. Nous sommes une dizaine de personnes. Bienvenue dans ce travail de longue haleine qui est un travail de mise en perspective de sa propre biographie. Et cette mise en perspective crée du sens. Ça prend un peu de temps de faire les mises en perspective des événements extérieurs et intérieurs de la psyché. Il y a comme des degrés dans cela. Un premier degré, c'est déjà de se souvenir des circonstances et des événements que nous rencontrons. C'est un premier degré d'information. Et on pourrait résumer ça en disant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est le premier degré. Ça veut dire, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose, je l'ai perçu dans mon souvenir. Et dans mon souvenir, ça peut être plus ou moins présent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la première question. C'est ce que nous allons ouvrir tout à l'heure. La deuxième question qui vient immédiatement, c'est le côté psychologique de notre réflexion et qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui ont des effets, et ces causes qui ont des effets, quand je questionne les effets, eh bien, je veux comprendre les causes. Et là, on va appeler ça, c'est la question, le pourquoi. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je le vis? C'est à cause de quoi? Et nous faisons souvent cette première, remarque de base qui est fondée et sur laquelle toute la psychologie fonctionne. Pourquoi je vis ça? À quoi c'est lié dans mon histoire? Ensuite, nous ouvrons un troisième degré plutôt, c'est on va quitter le pourquoi et on va s'intéresser au comment. Donc on remplace la question pourquoi à la question comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment les circonstances se sont placées pour que l'événement puisse arriver. Et y compris l'événement intérieur et l'événement extérieur. Le comment est important parce qu'il me met dans un élément plus large que moi. Il faut que je m'intéresse à ce qui est au-delà de moi, c'est-à-dire les circonstances qu'il y a autour. C'est-à-dire le monde. Ensuite, une fois que je vais avoir le comment, n'est-ce pas? Alors, je vais pouvoir avoir une autre expérience, c'est que les dimensions cachées de ma biographie se révèlent. Et là, les véritables mises en perspective apparaissent dans le temps et l'interrogation grandit. À cet endroit-là, nous passons de la psychologie à la psychosophia, c'est-à-dire à la sagesse qui s'approche de l'homme comme expérience de quelque chose de plus grand que soi. Et alors, quelque chose de plus grand que soi, eh bien, ça commence par le surgissement des événements de mon destin qui m'oblige bien souvent à modifier ma compréhension, c'est-à-dire ma psychologie de situation, et à pouvoir élargir le point de vue que j'ai acquis. On va appeler ça apprendre à faire sagesse à partir des expériences que j'ai du monde. Alors, je vais vous lire maintenant la petite phrase d'introduction pour ce premier séminaire. Dans l'extérieur sans borne, trouve-toi en tant qu'homme. Dans la vie intérieure la plus intime, ressens les mondes infinis. Et tu découvriras que la clé des énigmes des mondes n'est que l'homme lui-même. C'est une phrase un peu complexe, hein, et c'est fait pour. Hein, c'est ce qu'on appelle, c'est une phrase de méditation. C'est une phrase avec laquelle je dois apprendre à me faire des images, et nous allons la rendre concrète, cette phrase énigmatique, à fur et à mesure du travail. Vous verrez, cet après-midi, déjà, elle va résonner différemment. Demain, elle va résonner encore différemment. Et après-demain, ça va s'éclairer. Hein? Comment? Bien sûr. Voilà. Ça veut dire que... Voilà. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que c'est une phrase de Rudolf Steiner, et c'est ce qu'on appelle un mantra lié au sens. Et donc, le sens est énigmatique. Oui.
Il y a des mantras hindous qui marchent par la répétition, et c'est par la répétition et la qualité sonore que les choses se font, où les expériences pourraient se faire. Mais ici, nous sommes en Occident, et nous avons quelqu'un qui donne des mantras liés non pas à la répétition, mais à l'expérience du sens. Et donc, petit à petit, ce qui va faire voyager mon expérience du sens, c'est le chemin que je vais prendre, à partir de maintenant, pour travailler sur les dynamiques de ma biographie. Okay. Alors, je vais encore placer devant vous 3 petites notions qui sont importantes et qu'on va ouvrir petit à petit. On va toujours partir d'un élément que j'appelle la Terre, c'est-à-dire le phénomène. Et dans le phénomène, je vais toujours insister, dans le travail que nous allons faire, sur décrire ce qui se passe, ou ce qui s'est passé. Nous ne visons pas à une description, je dirais, pure, mais telle que nous pouvons la faire, honnêtement, humainement, à partir de notre mémoire. N'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que je vais amener des éléments concrets de situations, de circonstances, de dates. Hein. On accordera une importance particulière aux dates, autant que faire se peut, de manière à avoir une base sensorielle de l'événement, qui est incarnée dans l'espace, concrètement, et qui est incarné dans le temps. Ça s'est passé à tel moment dans ma vie. Et ça s'est passé à cet endroit dans le monde. Ensuite, je vais rentrer dans un deuxième niveau qui s'appelle l'eau. Et dans l'eau, si j'ai bien décrit les phénomènes, alors je peux faire une métaphore et les mettre en images. C'est-à-dire que je vais passer d'une description formelle à un endroit de recul, et c'est comme si maintenant je raconte une image. Ça me fait penser à une image de conte, ce que j'ai vécu. Vous voyez? Par exemple, j'étais dans une situation de vie extrêmement serrée, puisque d'un côté, j'étais en train de me séparer, de perdre ma maison, de perdre tout ce que j'avais, et de l'autre côté, je perds mon métier, etc. Et je suis complètement... tout ce que j'ai construit, je le perds. Et je suis dans un endroit dans lequel je suis, ça me fait penser à Charybdis. Hein? À Charybdis, c'est dans la quête de Jason et des Argonautes, hein, dans la quête de la Toison d'Or, ils sont sur un bateau et ils vont traverser deux situations extérieures, c'est Charybde et Scylla. D'un côté, c'est pire que l'enfer, et de l'autre côté, c'est pire que l'enfer aussi. N'est-ce pas? Et donc, tu ne peux que suivre un petit chemin parce que et tu sais pas où ça va. Hein? Dans la mythologie grecque, et c'est intéressant les mythologies parce qu'elles offrent des images, vous voyez, qu'on rencontre en fait dans sa vie. Toute la mythologie grecque décrit des situations profondes du rapport de la conscience humaine qui naît à l'occasion de certains événements avec lesquels elle se confronte. Et on pourra regarder ça chemin faisant. C'est vraiment le propre de la mythologie grecque de décrire sous la forme de grandes images tout ce que nous allons vivre en petit, y compris dans notre biographie. Voilà. Alors, c'est intéressant aussi ce point de vue-là, ce qui n'est pas le cas des autres mythologies nordiques ou indiennes ou péruviennes du côté de l'Ouest. On est dans d'autres sortes de mythologies ou de mythologies qui sont liées, par exemple, à l'Égypte. Ce n'est pas la question de la conscience personnelle qui se confronte avec un événement. Les Grecs introduisent ce chemin-là, et donc ce sont des mythes qui sont très intéressants de ce point de vue-là. Donc je suis au niveau de l'eau, j'essaie de me faire une image des événements, et quelquefois nous allons utiliser l'intelligence collective, c'est-à-dire la véritable écoute que nous allons avoir les uns pour les autres, parce que nous pouvons témoigner à ce moment-là. Ça me fait penser à une image comme ça, ce que tu racontes. Vous voyez? Et alors, il y a un degré comme ça d'écoute collective qui permet de faire émerger une image. Et souvent, dans ce travail, eh bien, les images, les gens disent, mais vous êtes vus avant vous avez communiqué ensemble, parce que les images sont vraiment liées, hein. Vous voyez? Et elles ont une certaine profondeur que je ne savais pas avant d'être assis là autour de la table. Hein, c'est un surgissement. Donc ça a à faire avec les images.
il y a un niveau R. Et le niveau R, c'est comment les images entre elles ont un mouvement qui se répond. Donc, c'est les images entre elles qui tissent. Si je suis dans le niveau haut, imaginez un nuage, et puis d'un seul coup, il y a un autre nuage qui vient, et ensemble, ils bougent, ils se défont, ils se refont, ils forment un troisième nuage. Vous voyez? Eh bien là, vous avez une image dans l'air, dans le monde extérieur, de deux nuages qui ont des mouvements, vous savez, incessants, si on les regarde de près, hein, ils ont des mouvements incessants. Et d'un seul coup, ils se rencontrent, et ça crée une troisième dynamique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement maintenant entre les deux, et cette étape-là est importante. Parce que cet endroit-là échappe à notre raisonnement. Et nous commençons à rentrer dans quelque chose d'imaginatif, inspiratif. Et il y a un autre royaume, c'est le feu. Et dans le feu, eh bien, on va avoir ce que j'aimerais appeler une évidence qui surgit, je dirais de nulle part, ou plus encore, une certitude que je n'avais pas avant. D'un seul coup, là, il y a une lumière qui transcende l'ensemble de ce que je viens de raconter, et ça éclaire d'une toute autre manière ce que j'avais construit jusqu'à présent. Alors, on va appeler ça une expérience du feu, et cette expérience du feu a à faire avec une évidence, ou plus fort encore, une certitude. Il va y avoir à cet endroit des étapes. Alors, nous sommes partis ici, c'est d'avoir... voici ce qu'il y a. Dans ce qu'il y a une question. Pourquoi c'est comme ça? Vous vous souvenez? Pourquoi c'est comme ça dans ma vie? Ensuite, le but de la biographie, c'est de ne pas vous amener du moulin sur la question des pourquoi, parce que c'est infini, n'est-ce pas? Mais ça intéressera sûrement votre psy. Hein? C'est de passer à un niveau au-dessus dans lequel le pourquoi on va le laisser de côté, et c'est l'expérience où on doit en quelque sorte être dans une dimension où la question elle-même, et non pas le pourquoi, la question s'agrandit en moi, dans mon être, jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où c'est énigmatique. Quand c'est énigmatique comme sentiment, comme sensation, eh bien, je suis passé de la situation phénoménale dans les sens, le pourquoi ça se passe concrètement, à qu'est-ce qui se passe dans le temps avec ça. Et quand je commence à placer mon questionnement, non pas de l'espace, donc ce qui s'est passé à ce moment-là, mais comment ça se passe avec cet événement dans le temps, dans la temporalité, eh bien, je change de plan. Je passe de l'espace au temps. Et donc, dans le temps, il y a une temporalité qui est beaucoup plus plastique, parce que dans le temps, on verra ce mélange de dynamiques, la question du passé, bien sûr, et la question du présent, mais des choses qui interfèrent avec les forces du devenir. Et donc, les énigmes s'agrandissent. Qu'est-ce que les forces du devenir? Oui, par rapport aux forces du passé. Donc, on va rentrer dans une expérience d'énigme. Et si je rentre dans une expérience d'énigme, je vais rentrer à un moment donné dans quelque chose de plus grand encore. C'est que si les images entre elles commencent à avoir des processus qui sont indépendants de mon raisonnement, qui résonnent en moi ou qui sonnent, mais qui ne correspondent pas je dirais, à une démarche psychologique de raisonnement, ça sonne, mais je comprends pas encore intellectuellement comment ça se fait que ça sonne. Ça dépasse mon niveau de raisonnement. Alors là, je vais être dans quelque chose qui s'appelle un mystère. Donc, il y a le quoi, le monde connu, il y a l'énigme, le mystère. Et donc, le mystère, c'est en train de me placer dans quelque chose qui est plus grand que l'espace, ce qui est connu, plus grand que l'énigme qui est dans le temps, qui élargit les choses dans le temps, et plus grand que l'énigme, c'est au-delà du temps, ça a à faire avec des questions
d'essentialité. Comment mon être il est comme ça? C'est quoi le mystère de moi-même dans mon fondamental? C'est des questions plus grandes que moi, beaucoup plus grandes. C'est quoi mon destin, par exemple? C'est quoi ma mission de vie sur Terre? Vous voyez? Je commence à avoir des questions. C'est quoi l'authenticité que j'ai ou que j'ai perdue? Est-ce que je fais ce que je dois faire dans ma vie vraiment? Mais à quel prix je le fais? Est-ce que je le fais en ayant renoncé à quelque chose de plus profond dans mon être? C'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Ou est-ce qu'au contraire, je me suis relié à mon authenticité fondamentale qui peut être très haute, et dans ce cas-là, je suis au-dessus de l'espace et du temps, je suis dans une autre dimension. Et à ce moment-là, je commence à apprendre à naviguer dans le monde du mystère, la question devient mystérieuse, et à ce moment-là, je peux recevoir, quand la question se passe, pourquoi l'énigme, le mystère, alors d'un seul coup, j'ai créé un espace, une coupe, une petite coupe, une moyenne coupe, une grande coupe. Et quand j'ai fait cet effort-là de m'agrandir dans la question en 3 fois, eh bien à ce moment-là, je vais recevoir ce qu'on appelle les évidences qui surgissent. Ou mieux, des certitudes qui tombent du ciel, des grandes inspirations que je ne sais pas expliquer. Alors c'est, je dirais, la manière dont nous allons travailler. Nous allons travailler avec la terre, l'eau, l'air et le feu, qui sont des processus. Hein. Et en général, si je n'arrive pas à ouvrir ici l'eau, c'est parce que j'ai pas assez bien décrit ce qui se passe sur la terre. Donc on revient dans la description. Si j'ai assez d'eau mais j'ai pas assez d'air, alors peut-être là aussi il manque de la terre, il manque de la description. Voyez-vous, quand il manque de la description concrète, et on y revient souvent dans le travail que je fais, c'est parce que tous les plans se reflètent dans la matière. Il n'y a pas de matière qui soit sans esprit, il n'y a pas d'esprit qui ne soit sans matière. Et donc, les plans les plus hauts ont toujours un reflet dans le plan de la matière dans lequel je suis, mais je n'identifie pas la richesse qu'il y a dedans. C'est pas pareil. Je la vois pas. Et donc, si je prends du temps à décrire correctement ici les choses, alors j'aurai de l'eau qui va se mettre, les images vont venir, et si les images viennent, alors l'air viendra. Si je suis en panne au niveau des images, j'aurai pas d'air qui va se mettre en place, je traverse pas le royaume de l'air, et je vais pas avoir les évidences qui vont tomber. Alors en général, quand on n'a pas les évidences qui tombent dans notre âme, eh bien, on va avoir ce que j'appelle des pseudo-évidences de construction intellectuelle. Ah ben oui, c'est le symbole de ça. Et on va se mettre à avoir toutes sortes de... C'est le symbole de ceci, c'est le symbole de cela. Et les Français, en tout cas en France, sont très friands de ce genre d'attitude. Quand on est incapable de se mettre dans le bon questionnement, dans le processus, je dirais d'entonnoir du questionnement, eh bien, on remplace ça par, oui, ben c'est la vie, c'est le symbole de ceci. Avec une interprétation à 3,50 balles. Là, je suis un peu cash, hein, vous voyez? Parce que je connais bien ce milieu-là. Vous êtes avec quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 20 ans dans les milieux thérapeutiques de psychanalyse freudienne, et avec aussi des courants de thérapie. J'ai travaillé avec des cas sociaux, des jeunes, des femmes en difficulté, des familles. Et j'ai été amené au cours de ma carrière systématiquement à enlever tous les adolescents dont j'avais la charge des psychothérapies psychologiques. Parce que c'était à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Et vous allez comprendre ça parce que on n'interroge pas assez les phénomènes et en fait, on se borne, je dirais, à avoir très peu d'informations qui sont déjà préorientées dans la compréhension. Il n'y a pas la vraie question. Vous comprenez? On trouve en quelque sorte ce que nous savons déjà ou ce que nous avons appris à l'école. Donc il n'y a pas le processus de questionnement qui s'ouvre, les réponses symboliques sont déjà là. Et en général, ça va toujours peu ou prou sur 5 ou 6 concepts de base chez Freud. Je vais même pas les ouvrir. Ok. Hein, le refoulement, un petit peu quand même. Le DIP, bien sûr. L'instinct de désir sexuel caché, etc. Et on est sur des concepts comme ça, qui sont des fourre-tout. Et on va expliquer toujours les choses en revenant à des situations comme ça.
Il y a toute une histoire de la construction de ces concepts dans l'histoire de la psychologie. Je ne vais pas ouvrir ça maintenant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on veut se placer dans une autre démarche. Quand vous faites ce travail, va se tisser petit à petit avec votre surconscient, parce que nous allons parler de l'inconscient, ce qui est lié au passé, qu'on a refoulé, pour prendre du Freud, ce que j'ai oublié. Et puis il y a un surconscient, qui n'est pas de l'inconscient, qui est du surconscient. Et cette expérience de surconscience, nous pouvons la faire à l'occasion de certains événements dans notre biographie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui font des expériences de surconscience ou de conscience élargie, n'est-ce pas, à travers des NDE, Near Death Experiences, c'est-à-dire proche de la mort, dans des expériences de EMI, c'est-à-dire des expériences de conscience modifiées parce qu'ils ont pris une substance ou parce qu'ils ont été mal endormis ou qu'ils ont eu un choc. Eh bien, c'est comme si la conscience se libère de l'enclave sensorielle à travers le cerveau, et les gens ont une conscience extensée où ils savent ce qui se passe à la maison, dans la maison, c'est-à-dire dans la famille, ce qui se passe à l'hôpital où ils sont, et ce qui se passe ailleurs dans le monde en même temps. Il y a une synchronicité hors du temps. Et donc, on rentre dans des expériences de conscience beaucoup plus grandes. C'est ce que je vais appeler ici une expérience de surconscience, et cette surconscience est tout le temps existante. Et cette surconscience est en lien avec notre destin véritable, c'est-à-dire les choses qui font partie d'un projet fondamental dans cette vie. Et peu importe que je crois ou que je ne crois pas, qu'il y ait plusieurs incarnations, ça ne nous intéresse pas pour l'instant du tout. Ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes incarnés maintenant, comme si notre vie était unique, et que nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qui nous arrive, n'est-ce pas, de manière à pouvoir éventuellement nous réorienter. Et donc, il y a des moments dans la biographie qui sont des moments de crisis. Alors évidemment, quand on est jeune, on se dit « ouais, peut-être ». Mais tous ceux qui ont 50 ans savent très bien qu'ils sont passés par des crises impossibles. N'est-ce pas? Et donc, dans les crises impossibles, il y a vraiment l'impossible, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas imaginer ce qui va sortir de l'impossible. Et nous allons aller visiter ces endroits-là, notamment dans le 2e et 3e week-end. On va aller chercher ce qu'on appelle le point phénix, c'est-à-dire c'est un point dans la biographie dans lequel je vais rencontrer l'impossible comme maître des choses. Et ce point phénix, en général, nous allons l'expérimenter autour de 28 et 35 ans, quelque part à cet endroit, et nous prendrons du temps pour explorer les circonstances de ce point phénix. C'est un des points fondamentaux des réorientations dans la vie. Mais il existe ce que j'appelle des éléments de base, encore, dans cette introduction, c'est que nous ne voulons pas confondre comment nous vivons les choses et le capitaine qui vit les choses. Je le redis. Nous ne voulons pas confondre le capitaine qui traverse les événements, le témoin, et je dirais l'adjoint du capitaine qui est comment le témoin traverse les choses. Donc, comment le témoin traverse les choses, c'est les états d'âme dans lesquels je vais vivre d'une certaine manière, avec de la colère, avec de la joie, avec toutes sortes de couleurs d'âme. Je vais avoir des sentiments de désespoir, de joie, de doute, toutes sortes de sentiments qui m'indiquent comment je traverse les événements. On pourrait dire, c'est ce qui accompagne le témoin. Ce sont mes états d'âme. Je préfère dire les états d'âme que les sentiments, si vous voulez, parce que les états d'âme sont plus grands que les sentiments. Et puis ensuite, il y a le témoin lui-même, le capitaine, ce que j'appelle le capitaine. Le capitaine, c'est ce qu'on va appeler le jeu, J-E. Et le jeu est une réalité fondamentale
puisque dans le point de vue que nous allons adopter, c'est le jeu qui a une biographie, c'est pas nos états d'âme. Aujourd'hui, nous parlons souvent, surtout dans la psychologie freudienne, la personnalité, le jeu est une illusion. C'est un grand drame dans l'humanité, c'est pour ça qu'avec les adolescents, ce point de vue est catastrophique. Le jeu préexiste, je dirais, aux expériences d'âme que je vais faire avec papa, maman, le chien, le chat, les maîtres, les conflits. Les conditions terrestres, sociales, que je rencontre permettent au capitaine d'apparaître ou de pas apparaître. Quand le capitaine n'a pas les conditions pour apparaître, il y a des degrés de recul, il va se placer dans la surconscience, mais il ne descend pas dans la conscience terrestre de lui-même. Dans la conscience terrestre de lui-même. Et nous avons des situations psychiatriques qui parlent exactement de ça, avec des degrés où le jeu recule devant l'incarnation, devant les expériences sociales, devant les expériences humaines, du fait de difficultés énormes qui ne permettent pas au capitaine de descendre dans la réalité qu'on lui propose. Et c'est un point de vue complètement nouveau dans une approche psychologique. Les autistes participent de ça, typiquement. Certains comportements psychotiques participent de ça, et j'ai travaillé en psychiatrie pendant des années, et où la conception du monde et de l'homme qu'ont les psychiatres eh bien, est catastrophique, parce que c'est un point de vue on n'a jamais vu en psychiatrie guérir quelqu'un d'une psychose ou de l'autisme. On ne sait pas faire ça parce qu'on n'a pas ce point de vue qu'il y a des étages et qu'il faut créer des conditions pour que, on pourrait dire, le capitaine veuille bien descendre dans la réalité de la conscience de soi dans le corps. Oui, une question. Est-ce que ça peut aussi être... Plus fort. Est-ce que ça peut aussi être freiné ou couper ce lien d'incarnation par des vaccinations, par exemple? Il existe parfois des enfants qui, à un certain âge, ont des vaccinations. Il est évident qu'il y a des vaccinations qui coupent cette possibilité. Des fois, dans certaines natures, le lien entre le capitaine et le corps physique n'est pas gagné d'avance. C'est déjà une difficulté. Et donc, le problème des vaccins est énorme, puisque vous avez des vaccins, disons, qui vont saboter, on pourrait dire, la descente pour qu'elle puisse se faire correctement. Voilà. On sait aujourd'hui que, par exemple, beaucoup d'autistes sont liés avec l'accentuation des vaccins. Il y a des études américaines là-dessus. Vous avez un monsieur en ce moment qui est en train de devenir ministre de la Santé aux USA et qui a les rapports de ça. C'est pour ça on voit qu'en même temps que les vaccins sont donnés, le nombre de vaccins sont donnés sur 60 ans, eh bien, on va voir la courbe des autismes apparaître. Donc, il y a un lien. Tout simplement, c'est ensemble. Et donc, évidemment, une fois qu'on a saboté, je dirais, les processus qui permettent la descente du surconscient dans le conscient, où le jeu se saisit lui-même, sinon il se vit d'une manière inconsciente, et c'est comme si l'incarnation ne sert à rien. Vous comprenez? Puisque je ne suis pas conscient de moi-même. Et le but d'être sur Terre, c'est d'être conscient de soi-même. N'est-ce pas? Sinon, c'est comme si je ne suis pas présent à mon jeu. C'est bien le problème d'aujourd'hui. Et donc, nous devons comprendre que notre jeu, pour augmenter la conscience de lui-même, a besoin d'événements, et ces événements vont se présenter à lui comme des chocs, comme des incompréhensions de ce qui m'arrive, ou des grandes joies que je vois pas du tout arriver, et qui ont à faire avec des événements intérieurs et des événements extérieurs. Et le jeu, la force du jeu a besoin de ces événements dans le destin, parce que à ce moment-là, le jeu va acquérir des forces supplémentaires pour passer, j'ai envie de dire, du petit jeu terrestre qui se questionne à quelque chose qui va ouvrir une dynamique plus grande, mais en restant conscient de soi-même. Pour le dire en d'autres mots, comment, à partir d'une conscience terrestre bien équipée dans les événements de la Terre, où je suis conscient de moi, sans perdre ma conscience, je vais ouvrir le surconscient, sans que ce soit un accident ou une substance qui le fasse. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Oui.
Et donc ça, je ne peux le conquérir que petit à petit. Et c'est un chemin. Et quand je me place de ce point de vue-là dans la biographie, alors je vais quitter la biographie psychologique, je vais quitter les points de vue de l'âme, et je vais rentrer dans une dimension qui est initiante, parce que ça veut dire que mon jeu qui a conquis une assise terrestre va passer par des seuils. Et il y a des seuils qui sont objectifs. Donc comment s'expérimenter soi-même sur un plan classique, c'est-à-dire témoin de moi-même et conscient d'être présent à moi-même, à ouvrir consciemment ces seuils sans être perdu dedans. Et là, on est dans une conscience, la biographie prend un caractère initiatique, c'est-à-dire qui ouvre à des plans plus élevés sans que je disparaisse dedans pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne s'agit pas de s'endormir ou de rêver dans un état supérieur, il s'agit bien au contraire d'être tout à fait conscient de ce qui se passe. Mais pour pouvoir être tout à fait conscient de ce qui se passe dans un plan de surconscience, je dois acquérir une solide conscience de moi-même sur Terre. Et cette solide conscience de soi-même sur Terre, il faut qu'elle soit éprouvée, comme on tape une barre avec un marteau au feu, il faut que ce soit éprouvé de différents chocs, de différentes manières, pour résister à la terre, à l'eau, à l'air et au feu. On pourrait dire, le jeu se forge, et comme un forgeron qui travaille à la forge, peut-être vous avez déjà vu ça, des fois il met dans l'eau, il met au feu, il met dans la cendre, il tape de différentes manières, il laisse refroidir un peu, il retravaille, vous voyez? Donc quand on fait de la forge, il y a ces éléments-là, n'est-ce pas, qui sont là, et c'est que petit à petit, eh bien, ma matière va être travaillée. Alors, on va pas voir tout ça durant ce week-end, mais je vous annonce le programme. Hein, voilà. Et après, on va faire un chemin ensemble. Ok. Donc, nécessairement, celui qui vous parle a expérimenté 2-3 choses dans tous ces niveaux dont je vous parle. Je n'en parle pas d'un point de vue théorique. Comment dire ça? Il y a quelques expériences qui sont là, n'est-ce pas? Et donc, ce qui permet, autant que faire humainement possible, de dire, ah, mais là, il se passe ça, là, il se passe ceci. Ça, c'est intéressant ce qui t'arrive, parce que ça, c'est nécessaire pour se préparer là. Et donc, il y a des expériences dont on ne perçoit pas le sens véritablement, parce qu'en fait, elles me préparent essentiellement à changer de plan de conscience et à être équipé au niveau de la présence à soi-même. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas le plan de la psychologie habituelle. Il y a en même temps réaliser mon destin sur Terre, en tant qu'homme et en tant que femme. Mais chemin faisant, il y a peut-être aussi une préparation qui se fait dans la biographie sans que je le sache, qui me prépare à expérimenter des seuils au-dessus de la conscience habituelle. Eh bien, voyez-vous, dans la biographie, nous sommes des fois un peu initiés à cela sans trop savoir de quoi il s'agit. C'est ce que j'appelle les rêves fondamentaux. Peut-être dans cette pièce, y a-t-il eu des gens qui ont fait une fois dans leur vie un drôle de rêve qui sonne très très fort. Et ce rêve, bien des années après, je suis dans une situation et d'un seul coup, ça me rappelle ce rêve, ou ce rêve revient. Et puis bien des années après, je suis dans une autre situation et ce rêve revient. C'est comme si ce rêve a une valeur puissante et dans le temps, il est toujours valide parce qu'il est au-dehors du temps et de l'espace. Et quand je suis dans la situation, le rêve revient. Je vais appeler ce rêve, ou ces rêves-là, des rêves archétypes. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas, ce n'est pas le fruit d'une situation sensorielle actuelle, ce n'est pas le fruit d'une situation temporelle, c'est une réalité qui est au-delà du temps et de l'espace, et qui, à l'occasion du temps et de l'espace, sonne dans mon âme. Et donc, pour ceux qui ont eu, une fois dans leur vie, un espèce de rêve bizarre, qui a eu une valeur forte, parce que quand on fait un rêve archétype, voyez-vous, ça fait bizarre, parce que il est tellement fort qu'on peut pas douter que c'est une réalité profonde, mais en même temps, on n'a pas la compréhension. Je vais vous raconter une petite histoire. Je donne toujours des exemples concrets. Hein? Je vais partir de moi.
J'étais jeune, beau et con, bien sûr, comme tout le monde. Et puis, j'avais 22 ans. J'étais dans la région parisienne, en train de faire une formation d'éducateur spécialisé et qui était tout orientée sur Monsieur Freud et compagnie et Lacan. Et à un moment donné, je rencontre un ami qui passe avec une femme. Bonjour, on passe 2 heures à boire un café, à papoter, et puis ils s'en vont. Et puis je fais un rêve, archétype, où je vois dans ce rêve qu'on me présente le livre de ma vie en entier. Et dans ce livre de la vie, je peux lire avec la personne qui accompagnait mon ami, cette femme, je peux lire que nous allons tourner des pages ensemble, et que sur chaque page, il y a une histoire qui est écrite, que je peux lire, qui date d'avant. Et puis, on va écrire ensemble la suite. Et je tourne des pages, et je lis le livre de ma vie. Et puis après, je m'aperçois que je tourne les pages, mais elle tourne pas les pages en même temps que moi. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Et donc, c'est comme si on a 2 livres différents. Oui. Et puis moi, je continue de tourner les pages, et elle peut plus écrire sur le livre de ma vie. Et puis elle tourne plus les pages, c'est comme si elle n'est plus sur Terre. Et puis moi, je continue d'ouvrir le livre de ma vie et de continuer. Et figurez-vous que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que cette femme, à un moment donné, dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait un rêve. D'un seul coup, je dirais pas que c'était la femme de mes rêves, mais vous voyez, j'ai fait un rêve. Et donc, il faut que je vienne te voir. Elle n'habitait pas à Paris. Ben, je dis, oui, si tu veux, là, voilà, parce que pas de coup de foot du tout, hein. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, quoi. Et elle arrive et il y a, je sais pas quoi, une conversation, un truc, bref, la relation se noue et les choses démarrent. Je vais vivre plusieurs années avec cette femme. Puis après, on se sépare. Et puis après, elle meurt. Vous comprenez? Et donc, dans le livre de la vie que j'ai pu voir, eh bien, j'ai pu contempler ces choses-là à l'avance. Vous comprenez? Et donc, il y a comme une conscience surconsciente en moi qui en même temps est dans la relation. Et en même temps, il y a à vivre ce qu'il y a à vivre sur le plan terrestre, si vous voulez. Vous comprenez? Ça fait pas de vous un sage pour autant. Ça fait peut-être quelqu'un d'un peu moins idiot. Quoique, il faut voir. Hein? Ok. Et donc, et à un moment donné, effectivement, les choses se déroulent comme elles se déroulent, mais le rêve archétype, à des endroits clés de la relation et des événements relationnels, se réactualise. Pour vous donner un exemple concret, ce ne sont pas des abstractions ce que je vous raconte. Et j'ai fait maintenant plusieurs centaines vraiment d'entretiens biographiques depuis 10 ans, et ce n'est pas si rare que ça, que j'ai des gens en consultation qui ont ce genre d'événements dans leur vie. Voyez-vous? Ok. Est-ce que c'est clair l'exemple que je vous donne? Ça, c'est compréhensible? Très bien. Donc, il existe des réalités comme ça, où on a accès, je dirais, à la surconscience, n'est-ce pas? Et cette surconscience amène des éléments qui nous placent la trame de notre biographie. Donc, nous avons une trame, nous avons tous une trame. Et dans cette trame, il y a des passages obligatoires. Tout n'est pas écrit, mais il y a des passages essentiels qui sont obligatoires. Et on va appeler ça les lois de nécessité. Alors, dans mon langage à moi, mais vous pouvez prendre le vôtre, il n'y a aucun problème, les lois de nécessité qui sont les passages obligatoires, on va appeler ça le karma. C'est-à-dire, c'est des événements obligés par lesquels je dois passer. Je n'ai pas le choix dedans. Je prends souvent l'image d'une piste de ski avec des portes qui sont placées sur c'est une piste noire, vous savez, on part du sommet de la montagne, on descend en bas, et il y a des portes avec des drapeaux, vous voyez? Et on peut pas passer à côté parce qu'il y a des précipices, il y a des machins, on est obligé de passer par ces portes et de faire des virages. On peut pas faire un angle droit, vous voyez? Et donc je dois faire des virages, je passe par des bois, je dois sauter quelque chose, il y a des drapeaux, et donc vous n'avez pas le choix des portes. Les portes sont déjà inscrites dans la trame. Mais comment vous allez traverser les portes? Ça, c'est vous. C'est votre liberté.
Est-ce que vous avez peur de la porte et vous traversez cette porte à reculons? Ce qui arrive souvent quand même. Et donc ça donne une posture où vous avancez les fesses à l'air, c'est-à-dire d'une manière ridicule. C'est-à-dire la tête n'est pas du tout d'accord, vous êtes déjà pris dans la situation par la volonté, et vous êtes comme ça en train de goûter ce qu'il y a derrière la porte, et il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Et parce qu'on ne saurait voir ça. Et puis des fois c'est le contraire, je vois bien où est-ce que ça veut aller, mais je suis incapable d'y aller. C'est comme si je fais coucou avec la tête, mais oui, j'ai tout compris. J'ai étudié Steiner, j'ai étudié Bouddha, j'ai étudié tout ce que vous voulez, mais je ne sais point y aller, n'est-ce pas? Et donc ça c'est l'autre côté. Et donc je vais être comme ça, il y a des portes, mais comment je traverse la porte? Hey, c'est un morceau de fromage, hein. Tu dis, waouh, il y a du style là-dedans, hein. Chacun a sa manière d'y aller de biais, n'est-ce pas? Il est rare que nous y allions franco, et vaille que vaille, Inch'Allah, hein. Non, nous négocions les passages. Nous avons des stratégies. Nous avons des stratégies avec le bon Dieu, ou avec ce que vous voulez. Et donc, les négociations de merde commencent, vous voyez? Et on est en train d'avoir des négociations avec son ange gardien, avec je sais pas quoi, avec peu importe la divinité avec laquelle vous vous sentez relié, mais il y a des négociations en cours de la stratégie. Et c'est toujours intéressant de regarder avec quelle partie de l'âme on commence à négocier. Parce que là, on veut bien aller à certains endroits, dans les passages, mais nous avons un présupposé qui est, je dirais, un certain confort. Il faut que ça ressemble à ce qu'on connaît. Il faut que ça corresponde à mon imagination préférée. Il faut que ça corresponde à mes désirs les plus fous. Il faut que ça corresponde à un fantasme, peut-être, que j'ai. Et je commence à avoir des présupposés terribles, en fait. Et le bon Dieu n'a qu'à se conformer à la puissance que j'ai, hein. Sinon, je casse la gueule. Et donc, je vais avoir comme ça des égoïsmes sévères. C'est ce que j'appelle les présupposés. Alors évidemment, il y a une chose dont se fout bien la puissance de votre destin, c'est que le destin, quand il intervient dans votre biographie, eh bien, il va créer ce qu'on appelle des crises. C'est un enfoiré, ce destin. Et donc, le crisis, ça te fout la bronca dans ton système de valeurs de l'âme, et ça te fout la bronca dans tout ce que tu espères puissamment, tout ce que tu dis, ça devrait être confortable comme ça. Tu peux être certain que ça va pas du tout ressembler à tout ça, parce que ça s'appelle l'esprit. Et quand l'esprit se manifeste réellement dans mon destin, eh bien, ça vient casser toutes mes constructions terrestres, qu'elles soient philosophiques, religieuses, sociales, professionnelles, et vous allez avoir des impulsions de l'esprit, et l'esprit, je suis à l'école de l'esprit à chaque fois que je rencontre un événement dans une crise. Parce que l'esprit se manifeste sur Terre, dans votre biographie. Et c'est là, dans la biographie, dans les événements de la biographie, je suis à l'école concrète des lois de l'esprit. Et ça sert à rien d'aller dans une église, de faire un petit hôtel dans la nature, parce que vous n'allez pas être dans les lois de l'esprit à cet endroit. L'esprit, vous le rencontrez, chacun le rencontre, dès qu'il est confronté aux événements importants de son destin. C'est de l'esprit manifesté dans votre biographie. Et donc, on pourrait dire, à chaque fois que je rencontre un événement dans ma biographie, qui est d'importance, à travers une crise, eh bien, je fais l'expérience d'un baptême de l'esprit. Vous savez, dans la tradition judéo-chrétienne, Jean baptise le Christ. Il y a la colombe qui descend, des choses comme ça, un peu bizarres, où c'est l'esprit qui descend dans l'homme. Vous avez la Pentecôte, par exemple, il y a des choses comme ça qui parlent de ça un petit peu. Eh bien, nous sommes baptisés, on pourrait dire, par les lois de l'esprit à chaque fois que nous rencontrons un événement qui va changer notre biographie, un moment de crise. Je laisse un peu descendre le silence. Voilà, c'est un point de vue, n'est-ce pas, assez différent de le regarder comme ça. C'est qu'il y a une réalité qui vit comme ça dans ma biographie.
s'il n'y avait pas la manifestation de l'esprit dans ma biographie, eh bien, je serais un animal. Je ne serais pas un homme. Je ne serais pas un homme qui a un jeu, un capitaine. La question d'avoir un destin sur Terre est une question qui commence qu'à l'époque gréco-romaine. Et c'est vécu comme un fatum. C'est-à-dire une décision des dieux, et je ne peux rien faire contre. Vous voyez? Une fatalité. Et nous allons avoir bien souvent dans notre mémoire, ou ce qui se véhicule dans la mémoire familiale, ou le clan dans lequel j'appartiens, oui, ben c'est que le destin, c'est un fatum. Et si j'ai peur du fatum, alors c'est que le hasard qui joue avec moi. Hein, ça, c'est le point de vue matérialiste. Mais le hasard, quand même, il joue souvent avec moi, alors. Et donc, ça a à faire avec des situations comme ça, que petit à petit, le fatum, à fur et à mesure que le capitaine prend conscience de lui-même à l'époque romaine, eh bien, le fatum, d'un seul coup, va devenir non point une fatalité, mais une occasion de devenir intelligent avec les lois de l'esprit, ou d'apprendre à le devenir. Alors, dans l'histoire de l'humanité, on va avoir la naissance, ce qu'on appelle des premières biographies, des premiers intérêts pour l'homme en tant que capitaine qui va avoir une vie personnelle. Et c'est assez tard dans l'histoire de l'humanité, puisque généralement nous allons avoir des hagiographies plutôt que des biographies. Les hagiographies, eh bien, c'est en quoi la personne est à l'image d'un dieu. Et ce qui lui arrive correspond à l'image d'un mythe ou à l'image d'un dieu. C'est une hagiographie. Alors, par exemple, jusqu'à un certain point, on représentait François d'Assise, par exemple, sous une forme hagiographique. C'est-à-dire qu'on racontait de François d'Assise les endroits qui ressemblaient, je dirais, à la vie du Christ. Vous comprenez? Et il n'y avait pas d'événement personnel. Et dans la peinture, ça va donner ce qu'on appelle les icônes russes ou traditionnelles russes. On va avoir, ça représente le saint ou le personnage, non pas dans sa vie réelle, mais dans les périodes de sa vie où il est à l'image d'un dieu. Vous comprenez? Alors on va avoir les petites scénettes qu'il y a autour, sur le même plan. Et il faut attendre environ 1400, 1350, 1400, 1450, où la personnalité va s'affirmer sur elle-même sans ressembler à un dieu. C'est-à-dire, on ne veut pas ressembler à quelqu'un d'autre que soi-même. Et ça va se traduire dans les arts avec la première peinture de François d'Assise, qui est faite par Giotto, et qui va donner une perspective dans le tableau. C'est-à-dire, on va passer de quelque chose qui est un peu à la mode orientale à quelque chose qui a une perspective. Et dans ce cas-là, on va commencer à raconter dans la biographie de François d'Assise des choses qui n'ont rien à voir avec la géographie. C'est-à-dire la vie personnelle. Vous voyez? Fait des petites choses que pouvait faire François d'Assise. Et petit à petit, si nous écrivons nous-mêmes notre biographie, nous n'allons pas l'écrire sur un mode hagiographique. Nous allons l'écrire à partir de petits événements qui tissent notre expérience personnelle du monde. Mais nous devons savoir que dans l'histoire de l'humanité occidentale, la biographie a été en quelque sorte, la pré-biographie, on pourrait dire, était une sorte d'hagiographie. Dans des peuples qui ont gardé des consciences mythologiques, ils n'ont pas de mémoire personnelle parce qu'ils ont une conception que ce qui arrive dans la tribu ou ce qui arrive dans le cercle des femmes ou des hommes est l'histoire du Dieu qui se répercute sur Terre et qu'ils sont à l'image de ça, ils sont dans une réalité hagiographique. Ça va donner ce qu'on appelle des consciences mythologiques, si vous voulez, qui ont encore cours dans certaines peuplades. Voilà. Et il n'y a pas donc à cet endroit-là de mémoire personnelle et de biographie personnelle parce que ça n'a aucune réalité. C'est ce qu'on appelle un groupe ou la conscience tribale ou la conscience là, et il n'y a pas d'individuation. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec les forces du jeu, on est avec les forces d'âme. Le jeu est encore en mode surconscient, non connu. On ne se connaît pas soi-même. Le jeu n'est pas encore descendu.
Ça, c'est une dynamique importante aussi dans la biographie, c'est que tout le monde n'est pas, dans l'humanité, en possession d'une capacité à vivre l'esprit dans sa biographie. Parce que l'esprit dans la biographie, c'est destiné au capitaine, au jeu. S'il n'y a pas le capitaine, on est dans d'autres lois. Mais ici, nous sommes à Luxembourg, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de conscience tribale, hein, je dirais, j'ai pas vu ça sur la place du marché, en tous les cas, en venant chez vous. Et donc, on a affaire avec, n'est-ce pas, vous autres, avec des consciences individuelles ou individuées. Et c'est à partir de là que nous allons travailler, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça donne comme ça des tableaux d'ouverture qui sont importants. Au-delà du point phénix que nous verrons, il existe d'autres endroits dans la biographie où on va être confronté avec ce qu'on appelle les déchets de nos états d'âme, c'est-à-dire des endroits où je suis dans des conflits répétitifs. Et ces conflits répétitifs font que j'ai des automatismes réactionnels. Et dès qu'on me parle avec ce mot-là ou avec ce ton-là, eh bien, je monte au rideau toujours de la même manière, puis ça fait 15 ans que ça dure, et puis je m'en sors pas, c'est toujours la même manière de monter au rideau. Et donc, je suis dans des automatismes de la psyché, de l'âme, des automatismes de réaction, y compris dans le plaisir et dans le déplaisir, sauf qu'à un moment donné, il y a un moment dans la biographie où on va se confronter, et c'est souvent à travers le conjoint ou la conjointe, où on va se confronter à ce système de la montée au rideau que j'ai. Et parce qu'à cet endroit-là, je ne suis pas libre. Et j'ai affaire avec un mot que je nomme très fort, les déchets du fonctionnement de l'âme. Mais ce sont des déchets qui gigotent et qui ont une vie propre. Et donc cette vie propre, à un moment donné, il est important des déchets. Il est important de la voir, d'en prendre conscience, parce qu'en prendre conscience, c'est développer le capitaine, je dirais, dans son lien avec, le ciel supérieur de son être, la surconscience, et de regarder ce petit être qui est en quelque sorte en train de fonctionner. Il me ressemble, mais c'est la caricature de moi, en fait, la caricature du jeu. Et ce qui est magnifique, c'est que vous avez une représentation de ça chez les Égyptiens, et où ils mettent à côté du défunt, par exemple, ils mettent ce qu'on appelle le K, ou le Ba. K-H-A, ou B-A-H, n'est-ce pas? Et ils le montrent comme un petit personnage qui ressemble à celui qui vient de mourir, et qui est le petit gnome du personnage, vous voyez? Et donc ça a à faire avec, les parties de notre personnalité, qui ont un fonctionnement automatique et que je n'ai pas transformé. Voilà. Alors, viendra un moment dans le travail biographique où nous aborderons ça, un petit peu. Entre autres choses. C'est-à-dire d'apprendre à voir ces automatismes qui sont le petit K ou le petit bas, que j'ai, au sens égyptien. Et là, il est très important de bien différencier que c'est pas la même chose que le jeu, et que ça a à faire avec un déchet, ça a à faire avec un déchet des fonctionnements de l'âme. Voilà, vous voyez, c'est des choses qui sont comme ça. Généralement, nous commençons à rencontrer ça vraiment à partir de 35 ans. Disons qu'on commence à s'apercevoir que ça gratte. Et des fois, c'est avant, Mais quand c'est avant, on n'est pas trop équipé encore pour, surmonter l'histoire. Mais quand on est un vieux gribou, une vieille gribouille de 50 ans, on a déjà expérimenté beaucoup les rideaux. N'est-ce pas? Et donc là, on sait qu'on est souvent monté au rideau et que de temps en temps, on a besoin de les écarter pour voir la lumière du soleil dehors. Sinon, on est toujours en train de s'accrocher au rideau et on se dit, putain, j'en ai marre de pas avoir la vue sur autre chose que ce problème de réaction qui est tout le temps là. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'adresse aux plus vieux. Généralement, ils sont au courant de cette affaire.
Ils se taisent, mais ils sont au courant. Et les plus jeunes se disent, mais de quoi tu parles donc là? Va interroger le vieux. Ok? Et voilà. Ce qui fait que des fois, plus nous vieillissons, et peut-être moins nous avons travaillé sur ce qu'on appelle ce double automatique des fonctionnements de l'âme. Et des fois, c'est lui qui prend le dessus et j'ai plus accès au capitaine. Et je suis comme une personne remplie de cette activité du double. Et vous avez des vieux qui sont comme ça, qui sont des bougons, qui sont des espèces de gnomes complètement enfermés dans leur système réactionnel. Et ils se font noyer par, je dirais, les déchets de l'âme. Vous comprenez? Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Oh là 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 là. Ils en peuvent plus, hein. Tous les irritent. Rien ne va. Hein? Vous en avez un exemplaire Et Jim parlait d'une référence liée à la matière. Une référence, hein, c'est ça y est. Et alors, quand on a la chance d'en avoir un à côté, c'est une occasion magnifique d'étude. Parce qu'on voit... Ah, c'est sûr. Mais oui, parce qu'on voit très bien le double chez les autres et pas chez soi. Et donc on se dit, ah, ben qu'est-ce que je suis tranquille, je peux voir le double chez l'autre. C'est génial. Et c'est vrai que c'est génial. Parce et en même temps, il y a des bons aspects, quoi. C'est ça qui est paradoxal. Oui, de temps en temps, il y a le jeu. Ouais. Hein, qui fait une petite percée. Voilà. Et donc, c'est intéressant, voyez-vous, la nature humaine est profonde. Et on s'ennuie jamais, en fait. Hein, voilà. On s'ennuie jamais.